Romaninien. L'école, c'est beau et je m'y sens bien perso, elle me le rend, mais clamer comme ça qu'elle est neutre aux origines sociales, c'est juste faux. En ce moment, je me tape beaucoup de lectures sur la mobilité sociale, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi. Bon, déjà on résume cette thèse du rapport mobilité sociale-école qui serait neutre. On n'invente rien à dire cela. C'est la thèse explicative de la mobilité sociale par la psychologie et la culture de classe. En gros, ce qui compte, c'est que tu sois motivé à réussir. Si tu ne l'es pas, alors oui, l'école ne peut rien pour toi. Boudon disait d'ailleurs que ça coûte plus cher d'échouer pour un enfant de riche que ça ne rapporte de réussir pour un enfant de pauvre. C'est juste qu'on ne parle pas de la même motivation derrière, mais le processus est similaire. Or, c'est justement à ces théories que vont s'opposer Bourdieu et consorts, et je vais expliquer pourquoi ici, ça me paraît plus pertinent. Il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose en creux dans nos théories volontaristes. L'école n'est pas le problème. Le problème, c'est l'investissement différent qu'on porte dans l'école selon son milieu social. Donc l'école serait neutre et ne valoriserait pas une classe sociale en particulier. Ni les favorisés, ni les défavorisés. Déjà, on a une sorte de contradiction un peu latente qui apparaît. L'école, elle valorise bien la réussite scolaire, non? Ça, c'est tautologique. Mais si cette réussite scolaire dépend d'une appétence différenciée des élèves selon leur classe sociale, alors l'école indirectement valorise un comportement qui est socialement situé. Ah, l'école est moins neutre d'un coup. Et en quelque sorte, c'est là que commence Bourdieu. Parce que pour Bourdieu, l'école est tributaire d'un arbitraire culturel. Je vais pas faire du Bourdieu du pauvre, mais en gros, dans les classes bourgeoises, d'ailleurs petites bourgeoises surtout, on développe un ethos de classe et un habitus de classe. C'est-à-dire des manières d'agir, de penser, de se comporter qui sont cohérentes avec ce qui est attendu par l'école. Tu es volontaire et tu as envie de réussir? L'école adore ça. Il faut bien comprendre ici que l'école, c'est le système scolaire. Il y a des acteurs, des normes concrètes derrière, et ce système concret, il classe, parce qu'il est là pour ça, en fonction de ce qu'il connaît aussi. Revenons à Bourdieu. Pour lui, l'école valorise par exemple le langage formel, la maîtrise de la langue, etc. Et ça, c'est socialement situé et donc pas socialement neutre. À partir de là, les individus, oui, ils existent aussi, forment des attentes. Bourdieu explique que ce qui est le moteur des déplacements sociaux individuels, c'est la confrontation entre des probabilités objectives et des attentes subjectives. Les probabilités objectives, on les a. Un fils d'ouvrier a 27 fois moins de chances d'être cadre qu'un fils de cadre en 2003. Les attentes subjectives, c'est plus compliqué, c'est une confrontation. Parce qu'avec une lecture un peu rapide, on pourrait se dire que ces attentes subjectives, finalement, ce n'est que le fruit de notre classe sociale et revenir à la thèse de départ. Mais en réalité, ces attentes subjectives, elles sont transformées par le rapport à l'école, par l'expérience de la scolarisation, etc. Prenez les jeunes ouvriers de Beau et Piaillou, dans leur enquête de 99. Le collège unique, ça les fait croire à l'ascension sociale par la scolarité. Et ils sont d'autant plus frustrés quand ils se rendent compte que l'école ne tient pas ses promesses. Ils ont leur bac pro, leur BTS, ils sont qualifiés plus que leurs pairs, mais ils sont quand même tranquillement déclassés. Tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que la thèse de la motivation, elle ne tient pas des masses à l'analyse. Déjà parce que la motivation ne fait pas les résultats scolaires, mais parce que notre classe nous transmet ça, mais aussi plein d'autres choses. Et toutes ces autres choses, l'école n'y est pas indifférent. Les profs que tu as en face de toi, ils ont une histoire et ils sont des machines à trier parce qu'eux-mêmes savent bien pourquoi ils ont été triés. Sur le volet, concours de l'enseignement, etc., etc., etc. Alors, on fait quoi du jeune des quartiers populaires qui a bien réussi? On le ramène à l'échec de ses congénères? Bon, déjà, la question que je pose est bien nulle à chier, mais surtout, non. Les transfuges, c'est comme ça qu'on les appelle, ils nous disent justement tout ça de l'école. S'ils ont réussi, c'est bien souvent qu'ils avaient des ressources pour s'extirper des stigmates de classe ou autres qui pèsent sur eux. Comment ils s'en extirpent? Gardez à l'idée que ce n'est pas une motivation qui apparaîtrait comme par magie. C'est le fruit de tout un ensemble de processus qui nous rendent scolaro-compatibles. Mais en rien, on ne saurait faire des transfuges des exceptions, du moins pas à la théorie de la reproduction. D'ailleurs, je trouve qu'ils le sont plus à la théorie de la volonté. Expliquez-moi comment on fait pour être transfuge dans cette perspective. La volonté, elle apparaît d'où là? On revient à l'éternel débat de qui c'est qui est le plus déterministe entre la psychologie, la sociologie ou l'économie. Là-dessus, je vous assure que c'est loin d'être tranché, et si vous pensez encore que la réussite à l'école ne vient que de ta propre volonté individuelle de réussir, bah écoute, je peux préciser ce que tu n'as pas compris dans le raisonnement.